J'ai le top de la régie. Alors, bien le bonjour. Il s'avère que cette conférence ne va pas du tout parler de Docker, contrairement à ce que pourrait faire penser cette image. Voilà. Pour Docker, c'était à côté avec David Gageot. Donc, ceux qui se sont trompés de salle peuvent encore changer. Et en fait, c'est une conférence qui a un peu changé de style. Alors déjà, il faut savoir que c'est la première fois que je la fais, donc je serai toujours preneur des feedbacks. Et puis ça permettra à certaines personnes de voir ce que ça donne quand c'est la première fois qu'on fait la conférence. Et ensuite, j'ai progressivement en fait retiré énormément de choses qui étaient d'aspect, on va dire, code de cette conférence, parce que je me suis rendu compte en fait que je me contentais de décrire des compositions de classes ou des annotations Spring Boot. Et je me suis dit, bon, les mecs, ça va pas forcément énormément les intéresser. Et surtout, en fait, les problèmes dont je voulais parler, ce n'étaient pas forcément des problèmes qui étaient vraiment liés au code. Parce que dans notre industrie, on a un vrai problème, c'est la complexité. C'est la complexité parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que le logiciel, ça devient un truc immonde, pécrave, que plus personne ne veut toucher et qui ne marche plus très très bien. Et cette complexité, en fait, il faut vraiment la voir comme étant composée de trois grandes parties. Une partie dite essentielle, qui est la complexité du problème qu'on cherche à résoudre. Et là, j'en vois qui rigolent parce qu'ils ont vu d'autres prêts où je dis exactement la même chose, mais pas dans le même ordre. Ouais, au début, je rabâche un peu, et après, j'avance. Donc il y a vraiment cette complexité essentielle qui est la complexité du problème qu'on cherche à faire. Très sincèrement, un système de petites annonces, ça n'a pas la même complexité qu'un système pour faire du trading. Il n'y a pas les mêmes contraintes et il n'y a pas la même complexité dans le problème qu'on cherche à résoudre. Par-dessus, il y a une complexité qui est dite obligatoire, qui est la complexité que l'on doit rajouter pour être utile. Typiquement, si jamais mon métier c'est de fournir un applicatif SaaS, j'ai quand même un certain intérêt à avoir un serveur HTTP qui est capable de répondre. Et malheureusement, ce serveur ne fait pas partie de mon problème métier que je cherche à résoudre, mais sans lui, mon logiciel ne va pas servir à grand-chose. Et par-dessus tout ça, il y a toute la complexité qui est venue en plus et qui ne sert à rien. Et là, généralement, on a des florilèges dans nos systèmes d'information. C'est la complexité qu'on appelle vraiment accidentelle. C'est-à-dire que c'est une complexité, elle est arrivée, mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Et généralement, c'est elle qui va commencer vraiment à foutre le dawa, parce qu'on se rend bien compte que les deux autres, on ne peut pas forcément énormément agir dessus. Vu qu'il y en a une qui est quand même liée au problème qu'on cherche à résoudre, donc à moins de changer de problème, on ne va pas vraiment réussir à faire grand-chose. La complexité obligatoire, on en reparlera, mais encore une fois, c'est celle qui permet à l'applicatif d'être utile. Et donc tout le reste, c'est vraiment ce qui va venir mettre le système d'information en péril. Il y a un autre aspect, c'est que la complexité, c'est un truc assez salaud qui en fait va venir se multiplier par le couplage entre les modules logiciels. C'est-à-dire que plus vos différents composants sont couplés entre eux, plus la complexité de ces composants va venir se multiplier, et donc plus rapidement, vous avez un système d'information dont la complexité explose. Et si je suis aussi chiant en fait à parler de ces questions de complexité et de quantité de complexité, c'est parce qu'en fait, dans notre industrie, on a une petite tendance à penser que la complexité, c'est un truc qui a cette forme. Et donc ça grossit, mais c'est pas si grave en fait. C'est linéaire. Alors qu'en réalité, la complexité, en fait, elle a plutôt cette gueule. Et ce qui fait que là, en fait, on voit bien
que des petits ajouts de complexité sur un système déjà complexe peuvent réellement le mettre dans une situation qu'on ne veut pas atteindre. Là-dessus, il y a une image que j'aime beaucoup, qui a été que j'ai récupérée auprès de Alan Kay. Il décrit en fait la construction d'une niche. Et il dit, voilà, vous donnez à peu près à n'importe qui un marteau, des clous, des planches, il arrive à faire un truc. C'est pas trop problématique. L'abri de jardin, c'est un peu plus grand, mais on sent que c'est pas beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'on prend les techniques qu'on a utilisées pour fabriquer la niche, on les scale, et on arrive à l'abri de jardin. Donc, pas d'énormes problèmes. Là où on sent qu'il y a un sacré bordel, c'est si vous commencez à vouloir construire un immeuble avec les mêmes techniques. Et là, effectivement, on sent bien que si vous le faites à coups de planches, de clous, avec un marteau et une scie, il n'y a pas grand monde qui va avoir très très envie d'aller dedans, et c'est même pas sûr que vous arriviez à dépasser le premier étage. Et en fait, c'est vraiment cet aspect qu'il faut avoir en tête, parce que quand on parle en fait de microservices, généralement, en fait, c'est parce que l'on parle d'architecture à un niveau qui est celui du système d'information. Donc, on ne parle plus d'architecture à un niveau applicatif. Et le système d'information, en fait, si vous commencez effectivement à essayer de construire des buildings, vous avez la nécessité d'avoir des équipes qui n'ont plus rien à voir avec celles qui sont capables de fabriquer des niches. Vous n'avez plus les mêmes compétences, vous n'avez plus les mêmes techniques, vous n'avez plus les mêmes outils. Vous changez complètement de monde. D'où effectivement le fait que c'est répandu l'idée, et qui est une bonne idée au final, parce que ça permet effectivement un très bon contrôle de la complexité, d'avoir ce que j'aime bien nommer de la niche distribuée. C'est-à-dire qu'au lieu effectivement de construire un énorme truc, on va plutôt voir le système d'information comme un ensemble de petits éléments qui communiquent entre eux. Et là, il y a des gens effectivement qui se sont dit on va généraliser ça et on va partir de cette question pour construire des architectures à microservices. Donc là, effectivement, les gens qui ont vu ma précédente presse se disent « Ok, le mec, il tourne à peu près en boucle sur toutes ses confs. » Mais c'était nécessaire, malheureusement, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. La problématique, en fait, qu'il y a derrière ça, c'est un mec que j'aime beaucoup, et si jamais vous vous intéressez à l'architecture logicielle, je vous conseille vraiment de regarder un petit peu ce qu'il fait. Il s'appelle Simon Brown. Et il a cette citation que j'aime beaucoup rappeler. Si vous n'avez pas été capable de construire un monolithe, qu'est-ce qui vous fait croire que la solution, ça a été de faire du microservice? Parce qu'en fait, avant je parlais de distributed doghouse, on se rend en fait assez souvent compte que passé le premier moment, on va dire, d'enjouissement de l'équipe mutuelle, ça se transforme en ça. Et en plus, la merde, elle est aussi entre les petits tas de merde. Mais j'en reparlerai. Et ça, c'est assez amusant parce que moi, j'ai tendance en fait à être rappelé quand un projet logiciel ne va pas forcément très bien. Et c'est vraiment un truc que je vois de plus en plus souvent. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils me disent « Ouais, on est parti sur une approche à microservices parce qu'on avait de la merde d'un côté, mais on est toujours dans la merde maintenant, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. » Et en fait, il y a un truc qui s'est passé, qui est un truc extrêmement bâtard, c'est qu'en fait, il y a la loi de Conway qui est arrivée. Et la loi de Conway, elle dit un truc assez basique, c'est qu'en fait, une organisation construit des systèmes qui sont la représentation de ses structures de communication. Et ça, c'est amplifié par le fait que vous faites du microservice. Parce qu'à partir du moment où vous découpez votre métier en plusieurs parties et que vous donnez ces parties à des équipes différentes,
eh bien, les problématiques de communication, elles sont amplifiées. Et donc des boîtes qui étaient déjà dans la merde parce qu'elles n'arrivaient pas à faire collaborer leurs équipes, elles se retrouvent dans une merde exponentielle parce qu'elles ont plein d'équipes qui n'arrivent pas à communiquer entre elles et entre développeurs. Parce qu'en réalité, en fait, il faut vraiment voir la question du microservice selon deux axes. Qu'est-ce que vous cherchez à avoir? Est-ce que vous cherchez à avoir des unités de déploiement ou est-ce que vous cherchez à avoir de la modularité? Et ça, c'est très très important, parce qu'en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est que les entreprises, elles passent du monolithic big ball of mud au distributed big ball of mud. Et donc, à aucun moment, la situation ne va s'améliorer. Parce qu'avant d'être capable d'aller faire du distribué, il faut déjà être capable de découpler son architecture. Et donc, en fait, le chemin, et pourquoi est-ce que j'ai appelé cette conférence un monolith microservice ready, c'est que les architectures monolithiques ne doivent pas et ne peuvent pas être opposées aux architectures à microservices. Un monolithe qui a été conçu et architecturé correctement, il va naturellement pouvoir être déployé sous forme de microservices sans se prendre la tête. Et il y a un truc que font toutes les équipes, c'est qu'elles tentent la diagonale. Sauf que tenter la diagonale, et je vais en reparler, c'est s'acheter toute une catégorie de problèmes qui sont généralement nouveaux et auxquels les équipes ne sont pas préparées. Le problème, en fait, que me donnent et que ressentent, en fait, les entreprises quand elles disent on n'en pouvait plus de notre monolithe, c'est qu'en fait, elles avaient couplé des choses qui avaient des métiers différents. Alors là, ça peut paraître un peu cryptique, mais en gros, il y avait plusieurs métiers dans l'application. Ces métiers manipulaient des contextes, des concepts, et le problème qu'il y a eu, c'est que les équipes, l'entreprise, a cru que c'était le même concept. Ce qui fait que là, par exemple, il y avait un produit, et donc mécaniquement, quand on venait toucher au produit de l'invoicing, on pétait potentiellement le système de paiement. Quand on touchait au système de paiement, potentiellement on pétait le système du catalogue. Et les gens, en fait, ils ont ressenti ça comme ça, en fait. Donc ils se sont dit, OK, la solution, c'est de séparer les choses. L'intuition de départ était bonne. Mettre du réseau entre ces choses, ce n'était pas forcément nécessaire. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'une application, et c'est encore plus vrai au niveau du système d'information, il y a plusieurs modèles métiers qui vivent dedans. Et donc il y a des choses qui portent le même nom, mais qui n'ont pas le même sens, qui ne portent pas les mêmes comportements. Et si vous commencez à vous amuser à les lier, c'est là où vous avez les pires emmerdes au monde, que vous fassiez du monolithe ou non. Et c'est bien pour ça qu'au début, quand on démarre le microservice, ça se passe bien. Le couplage, il n'est pas encore là. Et c'est pour ça que ça se passe bien pendant 6 mois, 1 an. Parce que c'est un couplage extrêmement vicieux qui arrive avec la maturation du système d'information. Avec cette volonté qu'ont les devs de dire « OK, on va essayer de généraliser les choses ». L'architecture logicielle, et quand on parle de microservices, malheureusement, on parle d'architecture logicielle. Et là, je vais reprendre le terme dans un sens originel, c'est-à-dire réfléchir à comment est-ce que j'organise
l'expression de mon métier dans le système d'information et pas je fais des diagrammes UML sur des pages A1, ce qui n'est pas de l'architecture, consiste à détecter et à déterminer en fait ces frontières. Et là-dessus, en fait, vous en avez deux types. Vous avez des frontières qui sont dites sémantiques. Ces frontières sémantiques, c'est celles dont j'ai parlé rapidement avant, c'est des frontières où vos concepts changent de sens. Le produit qui, dans le catalogue, avait des informations sur son prix, sur les volumes d'achat, quand il arrive dans la facture, ça devient quelque chose qui n'a plus de cycle de vie et qui n'a plus qu'un prix et une description. En réalité, le sens du concept a changé. Il y a une frontière qui a été franchie. Et mécaniquement, on sent bien que ce n'est pas facile à faire, mais c'est quelque chose qui est très très important de détecter, parce que c'est à ces endroits-là que vous avez le couplage le plus vicieux qui se crée. La deuxième chose, c'est de détecter les frontières au niveau des cycles de vie. Et là, pareil, des collaborateurs avec un même cycle de vie, vous les mettez ensemble, mais par contre, ne faites pas l'erreur de lier via la persistance des collaborateurs qui ont des cycles de vie différents. Et là, par exemple, si on reprend le cas d'une facture et d'un payeur, le payeur n'a pas le même cycle de vie que la facture. Il n'a donc rien à faire à être jointé au niveau de la base de données. Il n'y a aucune raison de foutre une putain de foreign key qui va vous péter à la gueule au moindre refactoring, qui va vous empêcher de déplacer le concept si jamais vous avez un problème, et qui en fait ne fait que renforcer ce couplage. Ce que ça veut dire, c'est que mécaniquement, vous devez avoir des storage et des éléments de persistance qui sont uniques et sur lesquels vous n'avez absolument pas le droit de venir taper s'ils ne vous concernent pas directement. J'y reviendrai. Et en plus, rajoutons à tout ça, parce qu'on sent bien déjà que c'est un exercice qui n'est pas simple, déjà qu'on a du mal à nommer les trucs. Mais alors en plus, détecter quand le machin qui a le même nom, il n'a plus le même sens, c'est bien hardcore là. Mais en plus, le pire dans tout ça, c'est que généralement, on n'a pas juste du premier coup. Parce que l'exercice, en fait, il est tellement difficile et en début de projet, on sait tellement pas le problème, on connaît tellement peu le problème qu'on cherche à résoudre que forcément, on fait des conneries. Et là, en fait, on a un des premiers gros soucis avec les microservices, c'est que, étant donné qu'on a des codebases qui sont séparés, et ben les développeurs ils commencent à avoir une flemme internationale pour faire du refactoring entre ces différents services. Et donc vous avez une architecture qui a été décidée avant que le projet démarre, qui était donc fausse, et qui ne va plus pouvoir bouger. Alors elle pourrait, mais on le sait tous, elle ne bougera plus. Parce que les développeurs, ils n'ont pas envie de changer de team, parce que le code source, il est très bien là où il est, et puis on ne connaît pas bien les dépendances qu'on va arracher quand on va essayer de déplacer le bordel, etc. Et c'est là, par contre, où avoir encore une structure sous forme d'un monolithe en termes de code base et de déploiement vous permet de le faire plus tranquillement. J'ai dit qu'on allait reparler de la base de données parce qu'il y a une image que j'adore, c'est celle-là. Et en fait, c'est très malheureux, mais c'est très fréquent.
On a des mecs qui ils nous font le super diagramme, alors ils nous font plein de microservices, machin, super, tout ça. Donc sur le papier, c'est génial. Puis je commence à discuter avec les équipes. Et là, je leur dis, au fait, ça, là, cette information, vous la récupérez comment? Ah ben on passe par la base de données. Et ça commence comme ça. Un petit élément, en fait. Dans votre monolithe, le problème, il n'était pas au niveau du code. Il était déjà au niveau de la base de données. Et le problème de votre monolithe, c'est que justement, vous aviez des équipes, des développeurs, qui allaient récupérer de la donnée qui ne les concernait pas directement, en passant juste par la base de données. Donc à partir du moment où vous avez une base de données partagée avec des microservices accrochés à ce truc, vous pouvez juste être sûr que d'une chose, c'est que vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde pour une raison très simple, c'est qu'encore une fois, les développeurs, et je suis un développeur, on est flemmard, et si à un moment donné, une petite jointure tranquille nous permet de récupérer la donnée au lieu de se faire chier d'aller demander une API à l'équipe tierce, ben on va le faire. Sauf que c'est exactement à ce moment-là que vous avez mis à la poubelle tous les avantages qu'aurait pu vous apporter une architecture microservice. Vous n'êtes plus en train de faire du microservice, vous êtes en train de faire une distributed big ball of mud. Et il y a un truc encore plus vicieux là-dedans, c'est que l'équipe d'en face, elle n'est pas au courant que vous êtes venu récupérer sa donnée. Et ça, c'est le meilleur truc, parce que vous avez créé un couplage qui est d'un niveau de viciosité assez incroyable, c'est du couplage implicite. C'est-à-dire qu'en face, les gens ne sont pas au courant que vous utilisez leurs données. Et donc, eux, ils se sentent en confiance quand ils vont changer des trucs, et potentiellement, ils vont massacrer tout le système d'information sans être capables d'identifier pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ah ben on avait juste refactoré un tout petit truc et il s'avère que la moitié du SI est tombée. Ah ben oui, ben l'autre moitié du SI en fait pointait sur ce tout petit truc. Et surtout, il y a un truc qui est super, c'est que on comprend bien que le couplage implicite, il arrive par les sources de données. Puisque ce sont des zones où la vérité s'exprime au format brut avant qu'il y ait des couches logicielles qui aient pu l'interpréter. Et donc mécaniquement, c'est par ce biais que le couplage généralement intervient. Et là où il y a un truc qui est magique, c'est qu'on a une nouvelle source de données maintenant dans nos systèmes d'information, c'est les message brokers. Les message brokers sont des sources d'information. Et là-dessus, il y a un truc, c'est un tweet en plus qui est passé il y a une dizaine de jours, et effectivement, je me suis dit, il a horriblement raison, c'est un pote. Il a dit, on a passé des années à se battre sur le pattern de la base de données utilisée comme système de messaging, et maintenant, on doit se battre contre l'usage des systèmes de messaging comme base de données. Hashtag Kafka. Hashtag Kafka plus Cassandra derrière comme event store. Et là, dernièrement, je discutais avec un mec, un des responsables de chez Le Bon Coin, avec qui je travaille sur des questions d'architecture. Et il me disait, en fait, l'impression que ça m'a donné de voir ce style d'architecture, c'est d'avoir un arroseur, là, un sprinkler, à merde, qui était en train de faire de l'épandage sur le système d'information. Et j'ai trouvé l'image très parlante, en fait.
Parce qu'en fait, il y a encore une fois quelque chose qui est très très important d'avoir en tête, c'est que notamment quand on parle d'event-driven, les événements ne sont pas égaux entre eux. On a des événements qui se passent à un niveau très local. Et ceux-là, généralement, ils ne sont pas problématiques parce qu'ils sont maîtrisés et que c'est la même équipe qui s'en charge. On a bien sûr des événements qui se passent au niveau d'un applicatif. Là déjà, c'est des événements dont il faut commencer à se méfier un peu plus parce que potentiellement, c'est une autre équipe qui est en train de les consommer. Et enfin, il y a des événements au niveau du système d'information qui sont nécessaires à l'entreprise pour prendre du décisionnel métier. Le problème, c'est quand vous émettez un événement local, et même s'il a un intérêt au niveau du système d'information, tel quel auprès du système d'information. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous émettez un événement, vous acceptez le contrat implicite que cet événement vous lie au reste du système d'information. Et que vous n'avez donc plus le droit de le changer en mode YOLO comme vous le souhaitez. Et donc c'est très, très, très important de sélectionner avec parcimonie l'événementiel qu'on fait monter d'un cran et de mettre des couches d'abstraction entre les événementiels locaux, applicatifs et du système d'information. Ne serait-ce que pour avoir des couches où on va pouvoir transformer les messages si on souhaite changer la représentation interne. Et ici, encore une fois, utiliser des technos, parce que très souvent, en fait, là, les équipes, elles se disent « Ah, en fait, ça veut dire qu'on n'arrivait pas à avoir un type partagé entre nos applicatifs. Donc on va mettre du Avro, par exemple. » C'est débile, ça ne va rien résoudre. Le problème, c'est que vous n'avez pas ces couches intermédiaires et que vous propagez de l'événementiel local qui vous concerne auprès du reste du système d'information et donc vous autorisez implicitement le reste du système d'information à se coupler sur un niveau de détail qui n'est pas du tout le sien. Et mécaniquement, c'est un bus. Pardon pour la blague. La conférence a été terminée à 2h du matin, c'était pas simple. Voilà. Mécaniquement, si vous branchez tous vos microservices, tous vos composants sur un même bus, ce que vous venez de dire, j'ai couplé tout mon système d'information au niveau de détail le plus bas. Le projet de refonte du projet de refonte ne va pas tarder. Et là, il y a un truc en plus qui est génial, c'est qu'il y a la couche de management qui peut se dire on va faire des équipes, et ils fabriquent les équipes en mode un peu aléatoire. Et donc on a des équipes qui sont cross-applicatifs. Et donc on a et les gens, si vous voulez, en tant que personnes, ils vont avoir une tendance naturelle. Et c'est pour ça que les systèmes d'information, on les compare souvent à des systèmes sociaux, parce qu'en fait, les relations entre les gens et la façon dont les gens travaillent influencent énormément leur architecture. Et bien mécaniquement, ils vont créer du couplage, vu qu'ils bossent sur ces ensembles-là. Et c'est naturel. À partir du moment où vous bossez sur 2 codes sources, vous créez mécaniquement un couplage entre les deux. Et donc, si vous avez des équipes qui traversent comme ça des espaces applicatifs, mécaniquement, ils commencent à vous mettre du couplage qui n'est pas du tout aligné avec l'intérêt du système d'information. Ça, c'est une situation un peu biohazard. C'est-à-dire que biohazard, ça ne veut pas dire que c'est dangereux, hein, c'est juste qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne connaît pas encore les effets biologiques. C'est souvent à peu près le cas. On ne connaît pas encore les effets biologiques que ça va avoir, mais généralement, ils ne sont pas très très bons. Et surtout, ça c'est un truc que j'adore, mais vraiment que j'adore, quand on parle de microservices event-driven, c'est la relation client-fournisseur qui disparaît. Et ça, c'est le truc qui, à chaque fois, m'éclate, parce qu'en fait, j'ai d'un côté une équipe qui est fournisseur d'événements,
donc qui vomit dans le bus des choses. Et de l'autre côté, j'ai une équipe qui écoute attentivement et qui réagit lorsque des choses se passent. Et un jour, il y a un truc qui ne se passe pas. Et là, vous avez une situation qui n'est pas très plaisante, mais qui personnellement est devenue un de mes petits kiffs. C'est que vous avez une équipe qui explique qu'elle a bien envoyé l'événement. Vous avez une équipe qui explique qu'elle n'a pas reçu l'événement. Et donc, vous vous retrouvez en fait à aller engueuler Kafka. Et ça, je peux vous dire que moi, ça m'amuse. Un C-level qui a son système de paiement qui est par terre, alors ça l'amuse, mais à un niveau absolument pas rigolo du tout, quoi. Parce que quand il commence à comprendre qu'il va devoir aller engueuler les armoires réseau, voire pire que ça, un machin abstrait qui vit dans des machines, on sent que ça monte doucement, et alors là, toutes les équipes mangent. Mais alors tout le monde. Et ça, c'est parce qu'en fait, encore une fois, la loi de Conway est passée par là. Et en fait, on a des équipes qui ont commencé à jouer à un jeu que tout le monde adore faire, c'est le jeu de la patate chaude. C'est hop, j'ai envoyé mon événement, puis mon problème. Et de l'autre côté, on a des équipes qui sont là, c'est pas mon problème tant que j'ai pas reçu l'événement. Et donc, on a une dilution de responsabilité sur une des parties les plus critiques du système d'information. C'est-à-dire qu'une des parties les plus sensibles, c'est devenu la responsabilité de plus personne. Et ça, c'est quand même un peu con. Et donc ça, c'est un des points qui est vraiment très très important quand on fait du microservice, c'est que quand deux équipes doivent collaborer entre elles, déjà, elles ne collaborent pas et elles ne font pas les specs en s'envoyant des mails et des fichiers de specs, whatever spec vous utilisez pour décrire vos schémas de données. Elles discutent. Et elles discutent surtout pour se mettre d'accord de qui c'est le fournisseur, qui c'est le client, et donc qui porte la responsabilité de cette relation intermédiaire. Et encore une fois, ce n'est pas une relation qui est censée passer par un bus global, général, au sein de l'entreprise. C'est censé passer par des canaux de communication qui ont la bonne taille et qui ont été construits spécifiquement entre les équipes qui en ont besoin. Pour éviter qu'il y ait des équipes qui, en mode YOLO, viennent se brancher dessus, sans le dire à personne, et qui donc se retrouvent dans la merde et mettent le système d'information dans la merde le jour où il y a un problème. Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas parlé de ce qu'on appelle le microservices iceberg. Parce que jusqu'à présent, en fait, ce que je vous ai donné, c'est juste des règles de base quand on fait de l'architecture logicielle. Le vrai problème, quand on fait du microservice, et c'est pour ça que je vous ai dit de faire la diagonale, c'est pas forcément simple, ils arrivent maintenant. C'est un problème qui peut être très difficile à voir, et c'est un problème qui peut embarquer votre système d'information et le balancer par le fond. C'est Graham Lea, j'ai mis un de ses articles en fin de conf qui décrit très très bien le problème. Et ce problème, il est assez simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez des unités et vous avez du distribué, vous avez des transactions distribuées. Et les transactions distribuées, eh ben, quand ça se passe bien et tout le monde est content, mais quand ça ne se passe pas bien, eh ben, ça a des conséquences assez catastrophiques. Genre, on a réservé des trucs, mais les paiements ne sont pas passés. Ou l'inverse. On a tiré de l'argent au client, mais il n'a pas reçu son produit. On a mis à jour le stock sans envoyer le truc. On a repris une commande sans payer le fournisseur. Parce que là, en fait, vous arrivez à un niveau de problème qui sont des problèmes métiers assez violents, en fait. C'est qu'il y a des choses qui auraient dû être mises à jour en même temps, de manière liée quelque part, qui ne l'ont pas été. Ça, c'est un exemple. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe si jamais le shipping service se vautre? Voilà. Le mec, il a payé, il ne reçoit pas son produit. Là, je peux vous dire, vous avez un client, il est passablement vénère au téléphone derrière avec le support. Hein.
Donc une des solutions qu'on a à ça, c'est déjà soit d'accepter le fait qu'on va être dans des états enfin déjà il faut l'accepter en fait, qu'on va être dans de l'eventually consistent. Et ensuite, ça nécessite de changer les habitudes qu'on pouvait avoir sur les questions de transactionnalité. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes, en fait, quand on leur parle de transaction, ils disent « Ok, où est-ce que je pose mon begin, où est-ce que je pose mon commit ?» Et donc, mécaniquement, étant donné qu'elles ne savent pas forcément faire monter ces transactions à un niveau distribué, la solution de facilité, ça a été de dire « On va mettre une base de données commune, comme ça, il y a un microservice qui démarre, et il y en a un qui finit. » Et rigolez pas, j'ai vu ça dans une des plus grosses banques françaises. Il faut appeler dans le bon ordre une quinzaine de services pour que les choses se passent bien. Et là, je peux vous dire que les mecs, ils me disaient on avait des problèmes avec le monolithe et tout ça, là, ils sont... bon. Donc, mécaniquement, c'est pour ça que je vous disais en fait que la problématique vraiment des microservices, c'est qu'on change le monde. Et ça demande vraiment de changer la façon dont on pense justement ce type de problématique. Alors ici, je ne vais pas en parler, j'ai mis une conférence en fin de présentation qui explicite tout ça, mais il y a notamment le pattern des sagas qui permet de répondre à cette problématique. Voilà. Donc les sagas, c'est quoi en fait? C'est de dire on va faire des transactions qui peuvent durer très longtemps, sous forme de petites transactions unitaires que par contre on maîtrise. Mais par contre, chacune de ces transactions, elle a une action de compensation associée. Et donc, si une des transactions se vautre, on déclenche les compensations sur tous les autres systèmes. Voilà. Par exemple, si jamais vous avez, c'est l'exemple justement qui est pris, un système qui doit réserver des hôtels, des vols et des bagnoles, si jamais un de ces éléments-là se vautre, eh bien, vous annulez les réservations auprès des autres systèmes. Ça paraît bête quand on le dit comme ça, mais il y a plein de cas où ce n'est pas fait. Et potentiellement, si vous avez déjà contacté le client, vous lui envoyez un mail en disant « Au fait, là, la réservation ne s'est pas bien passée, problème technique, machin, machin. » Et d'ailleurs, si vous prenez une réservation, parce que moi, je l'ai vu dernièrement sur hotel.com, c'est exactement comme ça qu'il marche. C'est-à-dire que moi, ils m'ont dit « Tout va bien », et puis genre, un quart d'heure, une demi-heure après, j'ai reçu un mail de leur part en me disant « Au fait, on a eu un petit souci, il faudrait que vous recommenciez. » Et voilà un bon de réduction qui va avec. Et en fait, c'est parce que justement, ils sont vraiment dans cet état-là. C'est-à-dire qu'ils acceptent d'attendre un certain temps avant, effectivement, de confirmer que toutes les opérations se sont bien passées. C'est juste qu'ils espèrent que ça va bien se passer. Et si ça se passe mal, dans les rares cas où ça se passe mal, ils vont effectivement reprendre contact avec le client pour effectuer une opération de compensation. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une très, très belle conférence que j'ai liée à la fin qui explique tout ça et qui explique aussi d'autres patterns, parce que si par exemple vous arrivez à faire en sorte qu'un événement, que vous l'appliquiez une fois ou 1000 fois, il a le même résultat, si vos événements sont déterministes, vous pouvez tout à fait vous amuser à retenter de les balancer jusqu'à ce que tout le monde vous ait dit que c'était OK. Voilà. C'est d'autres types de patterns qu'on peut avoir, mais les patterns vraiment de transactions distribuées, ils sont assez spécifiques et il faut vraiment aller les regarder avant de faire du microservice. Vous avez aussi un autre truc qu'on appelle la time bomb for the optimist. Et généralement, les optimistes, c'est les développeurs. Les pessimistes, c'est les mecs de l'infra. Parce que les mecs de l'infra, ils connaissent les SLA et ils savent que ça finit par péter. Le développeur, il a 3 machines Docker qui tournent sur sa machine en local, donc pour lui, tout va bien, il n'y a aucun problème. La time bomb for the optimist, c'est quand vous avez ce genre de graphe. Et normalement, quand on fait du microservice, on finit par avoir ce genre de graphe. Vous avez un service qui dépend d'autres services, et ces mêmes services dépendent d'autres services, et ces mêmes services. Et puis là, si vous avez vraiment de la chance, vous commencez à avoir des boucles. Et puis vous avez votre système qui part en mode, voilà. Vous avez un très très bon produit là en ce moment qui est vraiment à la mode, qui permet de faire ça assez facilement. Il s'appelle GraphQL.
Vous prenez une API GraphQL, vous repérez un cycle, vous tapez sur le cycle. Avec un peu de chance, les mecs, ils vous ont fait un denial of services as a service. Le problème de tout ça, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez de comment on additionne des pourcentages. Moi, je ne m'en souviens plus. Mais le seul truc que je me souviens, c'est que ça ne s'additionne pas bien. Dans le sens que du 99% fois du 99% fois du 99%, ça descend assez vite en fait. On n'a pas 99% à la fin. Donc vos taux de SLA, ils ont beau être excellents, et vous êtes censé avoir une availability qui est très bonne sur tous vos composants, la multiplicité de ces composants et les relations entre ces composants fait qu'en fait votre SLA globale, potentiellement, elle est pourrie. Elle est pourrie parce que le moindre petit service qui pète, mais il fait péter la couche du dessus, qui fait péter l'intégralité de votre système. Et ça, vous irez voir Netflix. Netflix, c'est des psychopathes de ça, parce qu'ils connaissent bien. Eux, ils ont en permanence des machins qui pètent. D'ailleurs, ils font exprès de les faire péter pour vérifier qu'ils savent gérer leur infra quand ça pète. Parce que quand on fait du microservice, il faut vraiment accepter le fait que les dépendances successives que l'on se construit et la complexité des couches que l'on traverse, qui sont quand même des infras différentes, du réseau, etc., multiplient d'autant le risque qu'il y ait une merde quelque part. Et le problème, c'est que cette merde, eh ben, vous avez beau avoir mais 99% de votre système d'information qui marche très bien, si vous avez juste une petite merde qui a pété quelque part, c'est comme s'il ne marchait plus du tout. Et c'est quand même assez ballot. Parce que malheureusement, le client, vous ne pouvez pas lui dire « Ouais, mais vous savez, tous les autres serveurs, ils sont ouverts. » Regardez sur la page de statut, il y en a juste un qui est en rouge. Le problème, c'est que lui, il s'en fout. Et puis en plus, quand vos clients, c'est d'autres personnes dans l'entreprise, si possible ceux qui génèrent la thune, hein, mais ils s'en foutent encore plus. La thune, elle ne rentre pas. C'est le seul truc qu'ils comprennent. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous ayez des systèmes dédiés à la gestion de ces failures qui sont mécaniquement inévitables. Et donc là, vous avez tout ce qui est circuit breaker, rate limiter, automatic retry with exponential backoff, tous ces mots qui veulent simplement dire s'il y a un machin qui ne se passe pas bien, on évite d'emporter tout le système d'information avec nous. Et là, vous avez deux très belles librairies qui ont été construites. Alors, Itrix, c'est la librairie de Netflix. Vous gérez 15 000 serveurs, non, peut-être pas 15 000, mais beaucoup de serveurs. Vous avez besoin d'avoir des panels énormes pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. C'est une excellente librairie. C'est juste un peu la grosse Bertha dans le domaine. Et vous avez une autre lib qui s'appelle Resilience4J, qui est excellente et qui, là, par contre, vous fournit des primitives, on va dire, plus simples et unitaires. Là où Itrix, vous achetez tout le package d'un coup. Je ne connais pas bien encore les solutions dans les autres écosystèmes, mais voilà ce que vous avez en tout cas en Java, et normalement vous avez des équivalents dans à peu près tous les autres langages. Tout ça pour dire que les microservices, le problème qu'ils vont vous résoudre, il faut vraiment qu'ils soient en rapport avec la complexité obligatoire qu'ils imposent. Si on revoit ça, en fait, les architectures à microservices, elles peuvent effectivement faire diminuer certains types de complexité, mais il faut vraiment être conscient que vous avez une complexité obligatoire qui va énormément augmenter à cause des problématiques que j'ai pu citer. Pour finir, en tant que mot de la fin, rappelez-vous juste que vous devez vraiment considérer les microservices comme une option de déploiement. C'est-à-dire, j'ai des sous-systèmes qui ont des besoins assez différents en termes d'infra, et donc je dois les isoler les uns des autres. Mais ça ne doit pas être vu comme un principe d'architecture. Les principes d'architecture, ce sont des principes qu'on connaît déjà et qui s'appliquent que vous fassiez du monolithe ou non.
Quand j'entends une équipe qui dit il faut qu'on fasse du microservice, ce que j'entends, c'est on a fait de la merde jusqu'à présent et on ne sait pas comment en sortir. Les microservices ne seront pas une solution. Voilà quelques confs qui peuvent être intéressantes. Il y a un des projets que nous on développe qui est une base sur des monolithes microservices ready qui est le dernier lien. Je vais vous rappeler un dernier truc. À moins que votre équipe fasse plus de 25-30 devs, normalement, vous n'avez aucune raison de démarrer par du microservice parce que vous n'avez de toute façon pas la taille qui nécessiterait d'avoir des équipes dissociées. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en avoir par la suite, mais démarrer avec ce type d'archi, ça n'est viable que si vous êtes sur des grosses équipes de développement et donc vous avez d'ores et déjà des groupes de développeurs qui doivent travailler de manière indépendante. Dans tous les autres cas, vous n'avez aucune raison de le faire. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup et j'accepterai quelques questions. Personne n'a de questions. Tout le monde a juste qu'une seule envie, c'est se barrer le plus vite possible de la salle pour réussir à choper du café avant qu'il y ait trop de monde devant les tables. Du coup, comment fait-on un monolithe service ready? Du coup, comment qu'on fait? Oui. Alors, comment qu'on fait? En gros, on construit plusieurs applications dans une même JVM. Voilà. La solution, elle est là, en fait, elle est assez simple, et notamment si jamais... en fait, ça se voit assez bien quand on commence à utiliser les systèmes d'injection de dépendance qui sont capables de créer des dépendances sous forme de graphes d'enfants. Donc très souvent, en fait, on va avoir un premier contexte au niveau de la JVM, et qu'on va passer, en fait, comme ça, à des applicatifs en dessous qui sont chacun explicitement branchés sur une et une seule route. Et ces applicatifs sont totalement autonomes. Ils sont totalement autonomes et en fait, on va passer des façades entre ces applicatifs s'ils ont besoin de communiquer entre eux. Et ce qui fait qu'en fait, ces façades qui, dans un premier temps, sont purement logicielles, eh bien, si à un moment donné, on doit sortir un de ces applicatifs et le mettre ailleurs, eh bien, c'est simplement que la façade de son consumer, on va la transformer par une façade qui est capable de faire la requête via HTTP, whatever, techno on utilise en intermédiaire. Donc voilà, en fait, d'un point de vue vraiment technique, comment est-ce qu'on fait. C'est... J'aurais bien aimé avoir une demi-heure de plus pour vous montrer tout ça. C'est dans Alexandria API. En fait, si vous prenez vraiment le premier niveau, vous avez en fait justement cet enchaînage avec deux domaines qui sont passés l'un à l'autre en fait au sein de la même JVM, avec effectivement cette explicitation entre les dépendances. Ce qui est par contre important et ce qu'on essaye toujours d'avoir, c'est que ça a beau être des applicatifs séparés et ça a beau des fois être des déploiements séparés, on garde de manière très explicite qui dépend de qui pour fonctionner. Pour que quand on arrive sur une code base, on sache qui potentiellement on va péter si jamais il y a un problème. Rapidement, une question sur la fin. Vous avez parlé de la relation avec les équipes infra. Ouais. Et souvent, ce qui se passe dans les architectures, c'est que la partie logicielle est définie. Et ensuite, une fois qu'on a tout développé, on balance le paquet de merde aux équipes infra et on leur dit de se débrouiller toutes seules avec ça. Pour vous, quelle est la solution pour balancer ce problème d'infrastructure au moment de l'architecture? Puisque souvent, c'est pas fait. Alors, souvent, c'est pas fait. C'est une connerie, effectivement. On va dire qu'on a maintenant un certain avantage dans notre industrie, c'est qu'il y a une série de technologies qui sont les technologies autour des containers, qui a fourni, on va dire, une sorte de défaut et de base sur lequel tout le monde peut travailler sur ces questions. Donc, en fait, en gros, moi, généralement, le deal que je passe avec les équipes d'infra, c'est que je leur dis, en fait, je vais avoir besoin de quelques services managés, genre, effectivement... un RabbitMQ, un cluster de Redis, un MySQL, un Postgre, enfin voilà.
Donc j'ai besoin de quelques services managés. Et sinon, j'ai besoin d'une infra sur laquelle je peux venir déployer des containers et définir les relations entre ces containers. Voilà. Donc moi, c'est ce que je demande à l'équipe d'infra. Et derrière, moi, c'est ce que j'attends qu'ils me fournissent. Donc, si tu veux, la relation, c'est plutôt, vous me fournissez un runtime sur lequel je peux venir mettre mes applicatifs et j'ai des services effectivement managés. Et moi, je suis responsable des runtimes que je déploie dessus. Donc, parce que souvent, moi, ce que j'observe, c'est les développeurs, ils ont fini de développer, on passe ça aux équipes de production et c'est plus mon problème. Voilà, moi, c'est toujours mon problème et je tiens à ce que ce soit toujours mon problème. Les équipes d'infra ont déjà suffisamment de problèmes pour ne pas avoir besoin de gérer les conneries que j'ai pu faire en termes de code. Voilà. Merci.